Chers amateurs d'art, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un voyage artistique un peu particulier, car il va s'agir dans cette vidéo de vous donner des clés de compréhension qui, je l'espère, vous permettront de regarder le plus grand nombre d'œuvres et de comprendre ce qui s'y passe. Avant de commencer, une petite précision. Il ne s'agit pas ici de vous donner un savoir exhaustif, ni de vous ensevelir sous une masse d'informations, mais plutôt de vous donner quelques trucs et astuces, si je peux me permettre l'expression, à emporter avec vous lors de la visite d'un musée, ou même de tout lieu susceptible de contenir de l'art. On va principalement s'atteler ici à la peinture, car il m'est impossible d'aborder tous les champs de l'art dans une seule vidéo, mais vous allez le voir, certains points que nous allons aborder ne concernent pas seulement la peinture. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Tout d'abord, une question évidente. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Un tableau, une installation, une sculpture, un dessin, un croquis, une architecture, une gravure? Je sais que cette question peut sembler un peu bateau, mais elle a son importance. Par exemple, si vous regardez un dessin, se demander de quel type de dessin il s'agit est une question importante, car cela vous permet de comprendre le rôle du dessin dans la carrière de l'artiste. Si vous regardez ceci, vous pouvez voir un dessin de presse satirique dessiné par le peintre François Kupka. C'est ce que l'on peut appeler un produit fini, dans le sens où cette illustration a été validée, imprimée et diffusée. Il s'agit donc d'une œuvre d'art à part entière qui témoigne d'un moment dans la carrière du peintre, celui où il a été dessinateur de presse. Si je vous montre maintenant ce dessin-ci, vous voyez qu'il ne s'agit pas du même dessin. Il s'agit d'un croquis, d'un dessin préparatoire qui sert à l'artiste, ici Michel-Ange, à préparer une œuvre. Un indice qui nous indique qu'il s'agit d'un croquis, les nombreux dessins incomplets qui l'entourent et l'inachèvement du dessin principal. L'artiste cherche à prendre note. La position du visage, le raccourci des bras, la torsion du buste et donc de la musculature du dos. Souvent dans le cartel, que je vais aborder dans quelques instants, le nom de l'œuvre achevée est précisé. Dans notre cas, il s'agit du plafond de la chapelle Sixtine. Vous avez devant vous le dessin préparatoire de la Sibylle libyque qui, une fois terminé, ressemble à cela. Dernier cas de figure, vous avez devant vous un dessin terminé mais qui a donné naissance à un objet, un bâtiment. Par exemple, ce dessin d'Otto Wagner a donné naissance à ce bâtiment, la maison des Majoliques. Ce qui est intéressant dans ce cas de figure est que le dessin est un produit fini même s'il n'est pas le résultat final. Pour rester dans notre cas, un architecte n'a jamais construit une maison, des maîtres d'œuvre et ouvriers le font. Lui, son travail, c'est la planification tant esthétique que fonctionnelle de la construction. Il en va de même dans les arts décoratifs, souvent les designers ne sont pas les fabricants. Mais il existe des artisans extrêmement qualifiés qui sont capables de gérer toutes les étapes de fabrication d'un objet, du croquis à l'objet fini. Pour sortir un peu du dessin, si vous regardez une sculpture, il est toujours intéressant d'essayer de comprendre de quel matériau elle est faite. Souvent, jusqu'au tournant du XXe siècle, les plâtres et les terres cuites, beaucoup moins luisants et lisses que les marbres, sont des esquisses préparatoires conservées dans les ateliers, tandis que les bronzes et les marbres sont des œuvres finies, livrées chez les commanditaires. Maintenant que nous avons regardé l'œuvre et tenté une première approche de ce qu'elle est, nous pouvons regarder le cartel. Alors, certaines personnes auront tendance à préférer regarder le cartel en premier, mais je vous invite à ne pas le faire si c'est une démarche qui vous intéresse. Car c'est quand on ne sait rien des œuvres qu'on les voit vraiment. C'est-à-dire que d'un coup, on va essayer de deviner ce qu'elles racontent, ce qu'elles sont, en cherchant en elles des indices, et de ce fait, cet exercice nous pousse à les regarder de manière plus précise. Personnellement, j'ai toujours une petite satisfaction à la lecture du cartel quand je m'aperçois que j'ai trouvé juste. Et si je me suis trompée, ce qui m'arrive aussi, j'essaye de savoir pourquoi. Cela me permet d'identifier, de comprendre ce que je n'ai pas bien regardé. À mon sens, regarder une œuvre est un processus actif. Pour en revenir à notre cartel, dessus se trouvent plusieurs informations, à savoir le titre de l'œuvre. Souvent, le titre est une bonne clé d'entrée dans une œuvre car il va nous annoncer ce qu'elle est. Par exemple, cette œuvre s'appelle « Paysage avec les tentations de saint Antoine ». Deux informations sont ici contenues. Le genre de la toile, le paysage, mais aussi le sujet. Ici, il s'agit d'un épisode biblique. Il existe par exemple des paysages avec des scènes mythologiques ou des paysages inhabités. Vous pouvez aussi tomber sur une œuvre qui s'appelle composition suivie d'un numéro ou d'une description des couleurs. Souvent, il s'agit d'œuvres modernes ou contemporaines et le but de l'opacité du titre est justement de ne pas orienter la perception de l'œuvre qui est le plus souvent abstraite. Je m'explique. Vous avez devant vous une œuvre de Mondrian nommée Composition avec grands plans rouge, jaune, noir, gris et bleu. Et là, vous êtes en droit de vous dire « c'est bien, mais qu'est-ce que je fais de ça ?» En quoi est-ce que cela m'aide à comprendre ce que j'ai sous les yeux? Justement, cela ne vous aide pas et c'est le but. Mondrian ne veut clairement pas vous prendre par la main pour que vous compreniez son œuvre.
Par contre, si je vous montre maintenant cette œuvre-ci, toujours de Mondrian qui s'appelle New York City 1, d'un coup vous comprenez que l'une des inspirations possibles du peintre est le plan géométrique des villes américaines. Et enfin, vous pouvez, dans le cas du land art par exemple, tomber sur une œuvre au cours d'une promenade qui n'aura ni cartel ni titre, et qui sera sûrement vouée à disparaître. L'absence de cartel ou de toute information est ici une volonté de sortir l'art du musée ou des galeries. C'est une forme de contestation d'un modèle établi de diffusion, de conservation de l'art. En dessous du titre, souvent on trouve le nom de l'artiste, que vous pouvez connaître ou pas. Dans ce cas-là, soit vous êtes au musée et vous visitez la salle Poussin, comme elle existe au Louvre par exemple, et vous pouvez trouver dans la salle même d'exposition des informations complémentaires sur l'artiste si cela vous intéresse d'aller plus loin. Ou sinon, on peut aussi vivre avec son temps et faire une recherche sur son smartphone. N'oublions pas que nous avons des encyclopédies dans nos poches de nos jours. Suite à cela vient la date. Alors, plus une œuvre est ancienne, plus elle est difficile à dater. C'est pour cela, par exemple, que dans les départements qui contiennent des antiquités, vous trouverez des datations très larges, par exemple 3e millénaire avant notre ère. Et plus l'œuvre va se rapprocher de nous dans le temps, plus sa datation va être précise. Enfin, en principe, on n'est jamais à l'abri d'une œuvre conservée dans un obscur grenier qui fait d'un coup une apparition sur le marché de l'art et qui n'est attestée nulle part dans la documentation disponible sur un artiste. Le pouvoir d'une date est qu'elle ancre une œuvre dans un contexte historique précis. Par exemple, quand vous regardez une œuvre de Fragonard, d'un coup vous êtes transporté à la cour de Louis XVI où la noblesse jouissait d'une certaine liberté de mœurs. Disons-le franchement, cet homme regarde sous les jupes de cette femme. Ou, dans cette œuvre-ci, du début du XXe siècle, vous sentez l'inquiétude d'une époque qui se pense décadente et qui cultive un certain attrait pour les ambiances mortifères. Souvent, si vous êtes dans un musée, le courant artistique auquel appartient l'œuvre est mentionné. Et si ce n'est pas le cas et que cela vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à plonger la main dans votre poche. Internet est votre meilleur allié dans ce cas-là. Maintenant que nous avons lu notre cartel, revenons sur l'œuvre et intéressons-nous à son format, sa grandeur. Je vais être un peu caricatural, mais on peut dire que de manière générale, jusqu'au XIXe siècle, le format des œuvres est très codifié et est souvent associé à un genre. Ces deux faits indiquent le prestige d'une œuvre et où elle se trouve dans cette classification des genres. La classification que je vais dresser ici concerne principalement la peinture, même si nous verrons qu'elle peut s'appliquer à d'autres formes d'art. Il y a d'abord la peinture d'histoire, dit le grand genre, le genre le plus noble. Souvent, ces toiles narrent des hauts faits historiques, que ce soit des faits antiques, comme le montre par exemple cette toile de David, le Serment des Horaces, qui représente un épisode de l'histoire de la Rome antique, et qui fait 3 mètres sur 4, ou encore le Sacre de Napoléon, toile immense de 6 mètres sur 9, qui représente, comme son nom l'indique, le Sacre de Napoléon, et donc un fait de l'histoire de France. Résumé à grands traits, on pourrait dire que la peinture d'histoire a pour vocation de nous montrer, de nous raconter ce dont on doit se rappeler. Ici, je tiens à préciser que ce dont on doit se rappeler varie selon les époques, les tendances et les pouvoirs en place. Pour rester dans notre exemple napoléonien, sous le Premier Empire, la date du sacre de l'empereur était de première importance. La peinture d'histoire peut être aussi une peinture dite allégorique, c'est-à-dire que l'histoire est racontée de manière symbolique, comme par exemple le montre cette œuvre de Rubens qui met en scène Marie de Médicis. Si le fait est réel, je doute que l'ange ait vraiment été présent. Ce qui nous dit par contre, c'est qu'elle est bénie de Dieu et donc son émissaire sur terre. Ne l'oublions pas, la monarchie française était de droit divin. Mais une allégorie peut être aussi juste l'incarnation d'un symbole comme cette toile qui représente la justice et la paix. La particularité des allégories est que ce sont des représentations très codifiées dont souvent nous avons perdu le code, ce qui fait que parfois nous ne les comprenons pas entièrement. Ensuite, passons au portrait, qui est un genre un peu plus ambivalent. On peut dire qu'il existe plusieurs formes de portraiture. Il y a les portraits officiels et portraits de groupe, qui sont ceux des puissants et qui ont pour vocation d'immortaliser et de diffuser leurs images, et qui, le plus souvent, sont de grandes compositions. Il y a les portraits de cour, qui sont ceux des nobles et qui les représentent en habits d'apparat, le plus souvent à la dernière mode. Leur format est plus petit que les portraits officiels, mais ils représentent quand même le portraituré en pied, autrement dit en entier. Ou encore, vous avez des portraits réservés à un cadre plus restreint, familial peut-être, comme le montre ce portrait de Jean-Baptiste Greuze qui nous donne à voir un illustre inconnu, dont cette fois-ci, nous ne voyons que le buste. Il y a aussi une dernière forme de portrait que nous devons aborder ici, l'autoportrait. Certains artistes n'ont pas laissé de traces de leur image, tandis que d'autres oui. Rembrandt est dans cette catégorie un exemple extrême et finalement très actuel puisqu'il a réalisé environ une centaine d'autoportraits tout au long de sa vie. Et cette série peut être considérée comme un véritable laboratoire artistique. Prenons maintenant un peu l'air et observons des paysages. C'est un genre un peu particulier parce que ses sujets sont très vastes. Par exemple, cette vue de Delft par Vermeer est un paysage. Ce port peint par Lorrain est un paysage, et cette pastorale peinte par Poussin aussi. Ce qui est très étonnant pour nous lorsque l'on regarde des paysages qui ont été peints avant le 19e siècle et qu'ils sont habités et ne semblent pas être le sujet principal de l'œuvre.
C'est parce que le paysage tel que nous le concevons, une étendue de nature sans présence humaine, est une création romantique au XIXe siècle et a pour but de montrer l'aspect sublime de la nature ainsi que la petitesse de l'homme en son sein. Avant cela, le paysage donne lieu à une mise en scène où l'histoire racontée, par exemple l'arrivée d'un bateau dans un port, prime sur l'élément naturel, ici la mer. De manière générale, un paysage sera plus petit qu'une peinture d'histoire. Allons maintenant visiter le quotidien du peuple et regardons les scènes de genre. Elles sont le penchant ordinaire de la peinture d'histoire où l'on représente des scénettes qui se veulent sans conséquence. C'est un genre que je trouve très intéressant car il met en avant les particularités de l'esprit de chaque pays. Et surtout, il montre des tranches de vie. Ces tableaux sont des témoignages. Par exemple, les Flamands sont très connus pour représenter des scènes de genre intimistes, très détaillées, qui se passent dans des intérieurs et montrent des personnes au travail. Alors qu'en Italie, les peintres vont s'atteler à montrer des escroqueries à la petite semaine, comme cette diseuse de Bonaventure qui vole en fait la bague de son client. Ce qu'il faut retenir, c'est que la scène de genre est un genre très vaste et changeant en fonction des époques et des lieux représentés par les peintres. Et enfin, le genre le plus mineur, mais qui présente des morceaux de bravoure, la nature morte. La nature morte englobe toute toile qui ne représente pas des humains. On y trouve des vanités, du gibier, des bouquets de fleurs. On a souvent tendance à dévaluer les natures mortes car leurs sujets sont souvent éloignés de nos préoccupations actuelles, mais dans ces toiles se cachent parfois des exploits picturaux. Je pense ici notamment au Canard blanc de Jean-Baptiste Oudry qui est un fabuleux questionnement pictural de la couleur blanche. En guise de conclusion, je vais vous montrer maintenant comment le XIXe siècle a remis en question cette classification pour au final la rendre complètement obsolète. Il y a par exemple Gustave Courbet qui a peint une toile immense de 3 mètres par 6 qui a pour sujet l'enterrement d'une personne anonyme. Il a peint une scène de genre dans un format de peinture d'histoire. Dans la catégorie du portrait, on peut citer Van Gogh qui n'hésite pas à montrer un corps mutilé, torturé. Et dans le paysage, les impressionnistes ou les romantiques. Je pourrais étoffer cette liste à l'envi, mais je pense que ces quelques exemples parlent d'eux-mêmes. J'espère que cette vidéo vous permettra de pousser plus facilement la porte des musées et surtout d'avoir un rapport plus décomplexé aux œuvres. Le plus important au final, c'est que vous preniez plaisir à voir de l'art et que sa compagnie vous nourrisse et vous apporte quelque chose. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité. Prenez soin de vous, et à bientôt!